La capsule 7, on change pas mal de sujets. On laisse de côté la mécanique. On s'en va dans le transfert de chaleur, l'analyse thermique, toutes ces choses-là. Et on va commencer par des principes de base. Puis après ça, on va pouvoir aller de plus en plus compliqué. Donc, on commence avec des sources de chaleur. Il existe vraiment plusieurs sources de chaleur. On sait qu'avec les moteurs de voitures aujourd'hui, bon, ça c'est en changement. Il y a des moteurs électriques maintenant, mais pendant très longtemps, on avait des moteurs à combustion interne, puis c'est normal, ça finit par devenir chaud. Il y a des explosions à l'intérieur de ça. Ça prend un radiateur, etc., pour être capable de garder la température du moteur pas trop chaude, sinon il y a des composants qui vont commencer à fondre. On sait aussi que si on stationne la même voiture sous le soleil, dans un stationnement, ça finit, au bout de quelques heures, ça finit par devenir très chaud à l'intérieur du véhicule. Ben ça, c'est le rayonnement solaire. Il y a énormément d'énergie qui vient du soleil. Ceux qui se rappellent de l'éclipse solaire, quand le soleil a été couvert, on a senti instantanément le froid nous envahir, vraiment plusieurs degrés tout d'un coup. Et à la fin de l'éclipse, quand le soleil a commencé à se montrer le bout du nez, juste ça, on a senti instantanément de la chaleur venant du soleil. C'est ce qu'on appelle le rayonnement solaire. Mais en technique de génie électrique, ce qui va vous intéresser le plus vraiment, c'est la friction et l'électricité. Bien sûr, la friction, il y a toujours des pièces en mouvement, les moteurs électriques, etc. C'est ça qui va générer de la chaleur et c'est généralement ça qui va causer des pertes d'efficacité dans nos systèmes mécaniques. Un moteur, on l'a vu, a des fois une efficacité de 95% et principalement, ce sont des pertes dues à la chaleur, au frottement, etc. Et cette chaleur-là vient pas juste du frottement, ça peut venir aussi de l'électricité. La résistance, on le sait, l'effet Ohm, on passe un courant à travers une résistance, la résistance va chauffer et l'énergie va se dissiper en chaleur. C'est pas mal les deux plus gros qu'on va voir dans le domaine de technique de génie électrique, mais dans le cadre du cours, vu qu'on fait un survol de tout ce qui est mécanique, qui vient du monde de mécanique, on va voir qu'en comprimant un gaz, il se passe quelque chose aussi. Plus tard dans la session, on va voir que comprimer un gaz, ça va générer de la chaleur. Et bien sûr, tous ceux qui font de la soudure à l'arc, une décharge électrique ça peut mesurer en termes de degrés Celsius des dizaines de milliers de degrés. Assez pour faire fondre instantanément quelque chose d'aussi robuste que de l'acier. Bien sûr, on a les différentes réactions nucléaires. On peut avoir des réactions chimiques aussi qui vont dégager de la chaleur. Mais ceux que j'ai découverts, c'était les principaux. Maintenant, quelque chose que j'aime bien faire, c'est faire une analogie avec ce que j'appelle la chaudière trouée. Comment ça fonctionne? En fait, la température, de la manière que je décrirais ça, c'est comme un symptôme. Un symptôme de quoi? Un symptôme de la quantité de chaleur qui se trouve à l'intérieur d'un objet. Donc, on pourrait dire que la température, c'est le niveau d'eau dans la chaudière. Et plus on met de la chaleur, imaginez la chaleur comme si c'était de l'eau qu'on versait dans une chaudière, plus le niveau de l'eau monte, plus il y a de la chaleur dans notre chaudière, donc le niveau de la température est élevé. Notre chaudière, notre objet a une haute température parce qu'il contient beaucoup de chaleur. Encore une fois, c'est juste une analogie. Je suis pas en train de dire que je mets de l'eau froide ou de l'eau chaude. Imaginez que j'ajoute de la chaleur dans un objet de la même façon que j'ajouterais de l'eau dans une chaudière. Faut le comprendre, c'est une analogie. Alors, si j'ajoute juste un petit peu de chaleur, le niveau de l'eau va monter juste un petit peu. La température de l'objet va être un petit peu plus élevée.
mais si j'en rajoute beaucoup, ben la température monte. Mais souvent, il y a une chanson, une vieille chanson qui parle justement d'une chaudière trouée. Il y a un trou dedans mon seau, chère Élise, chère Élise. Ben, ce trou-là, voyez ça un peu comme la perte de chaleur. Si je retourne à mon analogie de la chaudière, puis que je suis en train de remplir ma chaudière avec de l'eau, si j'ai un petit trou, oui, il va y avoir une fuite d'eau. Mais si mon robinet est tout grand ouvert, puis je rajoute beaucoup d'eau, beaucoup plus vite que j'en perds, ben le niveau va quand même monter. Donc ma chaudière va être de plus en plus simple. C'est la même chose. Un objet qui perd de la chaleur très lentement, si j'en rajoute beaucoup à un haut rythme, bien le niveau de la température de mon objet va augmenter. Qu'est-ce qui arrive si je réduis le rythme à lequel je mets de la chaleur? Hein? Si je ferme mon robinet, ben lentement, pas vite, l'eau va s'écouler. De la même façon, lentement, pas vite, la chaleur va s'échapper de mon objet et graduellement, le niveau de l'eau va baisser. Et donc, par analogie, on dit que la température de l'objet diminue jusqu'à temps que la chaudière soit vide, donc est à la même température que mon espace ambiant. OK, maintenant qu'on comprend cette analogie-là, je vais y revenir de temps en temps, parce qu'il y a plusieurs phénomènes physiques qui font référence à ça, justement. Puis je trouve que l'analogie nous permet de comprendre, là, est-ce que mon objet va chauffer? Est-ce qu'il va surchauffer? Est-ce que je vais être capable de maintenir mon objet à une température raisonnable? Ben, c'est ce que vous voulez faire, surtout en technique de génie électrique. Si vous commencez à mettre des composantes électroniques dans un cabinet, puis le cabinet n'est pas ventilé, ben la température va monter. Mais le fait de le ventiler, c'est comme si vous mettiez un trou dans votre chaudière. Vous permettez à la chaleur de sortir du cabinet pour empêcher que les composantes électroniques à l'intérieur ne brûlent. OK. Ceci étant dit, j'ai un exemple ici de composantes électroniques. On pourrait dire c'est une carte mère d'un ordinateur. Et généralement, ce qui travaille le plus fort, c'est le processeur ici. Imaginez un peu, ceux qui ont vu le film Predator, on voit par les yeux de la créature, quand c'est très chaud, c'est de couleur rouge, quand c'est froid, c'est de couleur bleue. Ben, vous avez le ventilateur ici qui refroidit mon processeur qui est très chaud. Le reste de la carte mère a quand même une certaine chaleur, mais pas si peu. Et vous voyez que d'autres composants qui, dépendamment de leur fonction, puis si on les sollicite ou non, ils vont chauffer, principalement à cause de l'effet Ohm, comme j'avais expliqué au début. Donc, il faut comprendre un peu les principes de l'analyse thermique pour être en mesure de bien concevoir notre électronique pour empêcher que la température monte trop haut. Et souvent, on va utiliser des caméras infrarouges pour diagnostiquer. Ils sont où mes points chauds dans mon système électrique ou électronique? Ben, on va utiliser ça. On peut ouvrir un cabinet électrique avec des fusibles, ou plutôt des breakers ou des disjoncteurs en français, prendre une photo, et là, on va voir sur la photo avec la caméra infrarouge, ils sont où les points chauds? Ça pourrait m'indiquer que des borniers sont pas assez serrés, donc le contact est pas assez bon. Il y a une résistance de contact, résistance égale résistance au courant, donc par l'effet Ohm, ça vient chauffer ces endroits-là. On veut pas que le feu prenne dans notre cabinet électrique, donc on va serrer les borniers pour s'assurer que le contact se fasse bien. Donc, il y a des raisons pratiques de comprendre ces principes-là. Mais cette chaleur-là, elle va se propager de plusieurs façons. On connaît la conduction, la convection, le rayonnement. La conduction, vous avez un chaudron sur votre poêle que vous faites chauffer. Au début, votre chaudron est froid. Le chaudron qui est en contact avec l'élément chauffant va devenir chaud. Mais si le manche de votre chaudron est en métal aussi, à la longue, vous allez sentir que sa température augmente.
Donc, la chaleur est transmise aux manches à travers le matériau, le métal. On appelle ça la conduction. La convection, elle, vous savez, dans une maison à 2 étages, il fait toujours plus chaud au 2e étage et encore plus chaud dans le grenier. L'air chaud a tendance à monter. L'air chaud est moins dense que l'air froid, donc il va vouloir flotter vers le haut. C'est pour ça que dans certaines maisons, surtout avec un plafond cathédral, on ne veut pas que toute la chaleur se retrouve en haut du plafond où les gens ne sont pas. Surtout l'hiver, on aimerait ramener cette chaleur-là au niveau où les gens se tiennent. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On installe un ventilateur au plafond qui va pousser l'air chaud vers le bas. Donc, l'air chaud qui monte tout naturellement, on va appeler ça la convection naturelle, et le brassage qu'on force avec, par exemple, un ventilateur, on va appeler ça la convection forcée. Et finalement, imaginez par un soir d'automne, vous faites un feu de camp dans votre cour, vous êtes installé autour du feu de camp, votre dos est loin du feu, donc vous avez froid au dos, mais devant, vous sentez la chaleur. C'est pas de la convection, c'est parce que l'air, les gaz chauds vont monter au-dessus du feu. C'est pas de la conduction, vous n'êtes pas en contact avec le feu, c'est vraiment le rayonnement. Et c'est un rayonnement infrarouge. On le voit pas. C'est de la lumière dans les fréquences infrarouges. Et c'est comme ça que la chaleur va rayonner, va vous rejoindre, vous, et vous chauffer. Pareil comme le rayonnement du soleil, c'est un rayonnement infrarouge. C'est ça qui va venir chauffer nos étés au Québec. Petit exemple de conduction ici, vous chauffez une tige, probablement en métal. Qu'est-ce qui arrive au niveau physique? Ben, les molécules se mettent à vibrer. En général, la température, plus il y a de la chaleur dans une matière, dans un matériau, un gaz, un fluide, plus les molécules, les atomes vont vibrer. En fait, tout est de l'énergie dans tout. L'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie thermique, c'est de l'énergie et souvent ça se traduit par des mécanismes. Donc on pourrait parler de l'énergie cinétique des molécules ici et à la longue, cette énergie-là est transférée d'une molécule à l'autre ou d'un atome à l'autre et finalement, ce qui était froid au bout ici va finir par devenir de plus en plus chaud. La convection, qu'est-ce qui arrive? Vous faites bouillir de l'eau, vous chauffez l'eau à la surface, dans le fond du chaudron ici, et là, les molécules d'eau qui sont plus chaudes sont un peu moins denses, vont avoir tendance à flotter. Arrivé ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a de l'évaporation, il y a toutes sortes de choses. On est loin de la source de chaleur, donc mes molécules à la surface finissent par refroidir un peu. En refroidissant, leur densité augmente et elles vont retomber au fond jusqu'à temps qu'elles soient réchauffées et remontent comme ça. Donc, vous voyez, il y a comme un genre de brassage naturel, une convection naturelle qui se forme dans le milieu. Et la convection, vous aurez compris, ça se passe pas dans un matériau solide, ça se passe dans un fluide. Donc, un liquide ou un gaz. Et l'exemple qui contient tout, votre feu ici, il y a de la convection. Les gaz en combustion ici vont venir chauffer la surface, l'air chauffé ou le gaz chauffé, il y a de la conduction à travers la paroi du chaudron. Ça vient chauffer les molécules d'eau. Les molécules d'eau montent à la surface. Quand ils refroidissent, ça redescend. Il y a de la convection ici. Et en plus de ça, il y a de la conduction qui se fait dans le chaudron à travers le manche. Finalement, au bout d'un certain moment donné, ces deux doigts-là vont commencer à sentir de la chaleur. Et bien sûr, les gens assis autour du feu de camp vont recevoir le rayonnement. Donc, ce qui va chauffer la surface en dessous,
c'est une combinaison de convection des gaz chauds de combustion qui montent et aussi du rayonnement de cette réaction chimique-là. La combustion, c'est une réaction chimique. Donc, ça devient un petit peu compliqué comprendre tous les processus, mais vous voyez vraiment, c'est un exemple qui nous apparaît simple, mais ça fait intervenir toutes les méthodes de transfert de chaleur. Maintenant, vous allez peut-être entendre parler de deux types de chaleur. La chaleur sensible puis la chaleur latente. La chaleur sensible, vous voyez ça comme vous avez de l'eau à 30 degrés Celsius, vous la faites chauffer au micro-ondes. Ah, ça c'est une autre façon, une autre source de créer de la chaleur, ou vous la faites chauffer sur votre poêle et au lieu de 30, bon, dans l'exemple ici, on dit 20 Celsius. Vous avez de l'eau à 20 Celsius et vous la chauffez à 40 degrés Celsius. La quantité d'énergie pour passer de 20 à 40 va être liée à ce qu'on appelle la chaleur sensible. Mais quand l'eau atteint 100 degrés Celsius, puis qu'elle s'évapore, il y a un changement de phase. Vous savez, l'eau passe de la phase liquide à la phase vapeur, à la phase gazeuse. Ce changement de phase-là, c'est difficile à réaliser. Donc, même si l'eau est à 100 degrés Celsius, il faut continuer à lui donner de l'énergie. Puis, à un moment donné, on va avoir donné suffisamment d'énergie aux molécules d'eau pour que soudainement, elles passent de l'état liquide à l'état solide. C'est ce qu'on appelle la chaleur latente. On va revoir tantôt aussi. Dans le monde un peu plus scientifique, on va souvent appeler ça l'enthalpie. Donc, il y a des processus, vraiment, quand on change de phase, on va parler de chaleur latente. Quand on fait tout simplement augmenter la température de quelque chose, on parle de chaleur sensible. Petit graphique ici qui montre le processus pour l'eau. L'eau à 0 Celsius et à 100 Celsius. On sait qu'à 0 Celsius, elle se solidifie en glace. À 100 Celsius, elle se vaporise en vapeur d'eau. Et vous avez tout le cycle. Vous pouvez voir que si vous voulez faire évaporer de l'eau, vous passez de liquide à gazeux, ben les deux ici sont à 100 degrés Celsius. Cependant, vous devez fournir plus d'énergie. On parle ici de 2500 joules par gramme d'eau. Si vous êtes capable de fournir autant d'énergie comme ça, ben ce gramme d'eau-là va se transformer en vapeur d'eau. Ça va se comporter comme un gaz. J'ouvre une parenthèse. 2500 ici, c'est pas tout à fait vrai. Je dirais, c'est plutôt 2260. Vous pouvez faire une correction dans vos notes de cours. C'est 2260 ici. On va revoir dans les pages suivantes. Il y a d'autres exemples qui vont montrer des valeurs de 2260, 2257. C'est pas grave. Mais je dirais, si on parle de 2500, vous avez une erreur d'à peu près 10%. C'est pas super grave, mais quand même, je veux attirer votre attention là-dessus. De la même façon, vous prenez votre douche, il y a de la vapeur d'eau partout dans la salle de bain, le miroir est froid. Si le miroir est capable d'extirper toute la chaleur dans les molécules d'eau, si on parle de 2500 joules par gramme, à un moment donné, l'eau va retomber dans sa phase liquide. Et c'est ça qui fait la buée, où il y a même des fois des gouttelettes et des coulisses sur le miroir de la salle de bain. Pour faire de la glace, bien pour la solidifier en glace, cette eau-là, faut qu'on soit capable d'enlever de la chaleur à notre eau liquide. Et là, on parle de 334 joules par gramme. Donc, si on est capable d'enlever 334 joules, ben mon gramme d'eau devient de la glace. Même s'il fait, ici, on a de l'eau à 0, ici, on a de la glace à 0 Celsius, les deux sont à la même température. Mais juste 0 Celsius, c'est pas suffisant. Il faut continuer à enlever de la chaleur pour que tout d'un coup,
il y a une transformation, un changement de phase. Même chose pour faire fondre la glace. Et là, souvent, vous allez avoir de la glace dans un bain d'eau avec des bières qui flottent ici pour tenir votre bière au frais. Ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que la bière est peut-être pas exactement la température que vous voulez être, était peut-être un peu trop chaude. On est au début du party. Et là, vous plongez vos bouteilles dans un mélange d'eau liquide et de glace. Mais là, qu'est-ce qui arrive? L'eau est presque à 0 Celsius. Hein? L'eau est à 0 Celsius et la glace aussi est à 0 Celsius dans votre bac. Mais là, à la longue, vos bières vont retirer de l'énergie de votre bac, qui se trouve dans le bac. Et cette énergie-là, ben, c'est ça qui va faire fondre votre glace. Vous allez passer de la glace à 0 Celsius solide à de l'eau à 0 Celsius liquide. Et à un moment donné, ben, c'est l'air ambiant dans la salle de party qui va être comme une source de chaleur qui va faire fondre votre glace. Donc, vous devez fournir ici 334 joules par gramme pour faire fondre 1 gramme de glace et la transformer en 1 gramme d'eau liquide. Et là, alentour, vous avez tous les autres changements de phase. Passer de la glace directement solide à une vapeur d'eau, ça prend énormément d'énergie. Donc, non seulement ça prend l'énergie pour passer de 0 Celsius à 100 Celsius, plus l'énergie pour passer directement entre les deux. Et là, vous voyez, 334 plus 2500, ben, c'est la somme des deux. C'est tout simplement la quantité d'énergie que vous devez fournir pour vous rendre de la glace au gaz. Et si vous voulez faire de la glace avec de la vapeur d'eau, ben, vous allez devoir retirer énormément d'énergie pour que ça fasse une couche glacée à l'intérieur de votre congélateur. Je répète, c'est pas 2500, c'est pas 2500, c'est 2260 ou 2257. Même chose ici. Vous voyez, c'est les mêmes chiffres tout le temps, comme ça, qu'on passe d'un sens ou de l'autre. Et bien sûr, il faut mentionner que ça, c'est à la pression atmosphérique normale de 101,3 kPa. Parce que si on joue avec ça, comme dans l'espace, ou dans un sas de fusée où on est en train de diminuer la pression de l'air, ben l'eau, ou en haut d'une montagne, en haut du mont Everest, ça change ces chiffres-là. L'eau va bouillir et s'évaporer avec beaucoup moins d'énergie que si on était au niveau de la mer à 101,3 kPa. Et comment on vient calculer tout ça? Ben ça ici, c'est l'équation de la chaleur pour la chaleur sensible. Si vous ajoutez de la chaleur à un matériau, on a sa masse ici, et le type de matériau a une constante spécifique pour ce phénomène-là, ben ça va vous donner un changement de température, un delta T. La masse, ben souvent, connaissant le matériau et connaissant les dimensions de l'objet ou les dimensions du réservoir, si vous avez un réservoir à eau chaude par exemple, ben connaissant le volume, vous êtes capable de calculer le volume, vous connaissez le volume, vous êtes capable de calculer, vous connaissez la densité de l'eau par exemple, vous pouvez trouver ça facilement sur Internet, mais vous êtes capable de calculer la masse totale de l'eau dans votre réservoir. Multiplié par cette fameuse constante-là, ben, si vous isolez pour delta T, vous avez le changement de température. Si vous étiez à 20 degrés Celsius, ben, vous connaissez une des deux parties du delta T. Hein. Delta T, c'est température 1 moins température 2, par exemple, ou température finale moins température initiale. On devrait plutôt le dire comme ça. Et là, vous allez être en mesure de calculer c'est quoi votre changement de température. Ou vous pouvez calculer si vous appliquez un changement de température à un matériau que vous connaissez la masse et sa fameuse constante, vous allez être en mesure de savoir c'est quoi la quantité de chaleur que ça va vous prendre. Celle que vous devez ajouter pour augmenter la température ou soustraire pour
faire diminuer la température. Pour faire diminuer une température. Le froid, ça n'existe pas, hein. Le froid, c'est l'absence de chaleur. Donc, c'est pour ça que quand Q est négatif ici, c'est parce qu'on est en train d'enlever une quantité de chaleur. Attention aux unités. La masse, ici, est en grammes. Et c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massique en joules par gramme et par degré Celsius. Attention aux unités. Et delta T, la variation de la température en degrés Celsius. Ça va vous permettre de faire les calculs. C'est quoi la capacité thermique? Ben, c'est vraiment la capacité d'une matière à emmagasiner de l'énergie, de la chaleur. Ça fonctionne un peu comme un condensateur en microélectronique. La capacité d'un capaciteur ou d'un condensateur. Capaciteur, je pense que c'est un anglicisme. Bien, vous avez quelques exemples ici. Vous voyez l'eau liquide, 4,19, et vous avez aussi d'autres, hein, l'éthanol, 2,44, l'antigel, 2,20. L'air, c'est 1,01. Vous avez toutes sortes de valeurs ici. Là, je vous le dis pas, mais faites-vous une tête. Regardez qu'est-ce que l'eau... Ben, l'eau, c'est peut-être la molécule la plus cool de l'univers. Donc, elle a toutes sortes de propriétés vraiment intéressantes. Je vous dirais, regardez l'eau, comparez-la aux autres. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire de spécial quand vous avez de l'eau? Vous avez des explications ici qui vont avec ce tableau-là. Prenez le temps de l'étudier. On va avoir des discussions là-dessus en classe. Et si on regarde le processus complet, qu'est-ce que je veux dire par le processus complet? Je reviens ici. Vous avez la chaleur sensible qu'on peut calculer ici, et vous avez la chaleur latente, hein, les deux définitions qu'on avait ici. Donc, le processus complet, imaginez, vous partez avec de la glace. Tous les traits verts, ce sont les processus de chaleur sensible. On fait varier une température d'une matière, tandis que la chaleur latente, c'est pour faire changer la phase, passer de solide à liquide, par exemple, pour la même matière. Et là, vous voyez, vous avez de la glace ici, on est sous zéro, et là, vous commencez, vous faites chauffer la glace, elle est toujours solide, elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe. La glace arrive à 0 Celsius. Elle ne se transforme pas automatiquement en glace. Vous devez continuer à fournir de l'énergie. Donc, vous fournissez de l'énergie, vous fournissez de l'énergie, vous fournissez de l'énergie, et à un moment donné, vous avez atteint le fameux 335 ou 334. Je reviens. Voyez-vous? 334 pour la fusion. Ça peut être 335 aussi. Il y en a qui vont dire c'est 333 et des poussières. C'est pas grave. Ça se ressemble beaucoup. Ce qui est important de savoir, c'est que ici, on a transformé notre club de glace en eau liquide. Mais mon eau est encore à 0 Celsius. Je continue à fournir l'énergie. Hein. Vous voyez, l'axe des X, c'est l'énergie que je fournis. Puis, l'axe des Y, c'est les changements de phase ou la température. En fait, les deux. On voit la température ici et les changements de phase comme ça. Donc, j'ai chauffé. Ma glace arrive à 0 Celsius. Je continue à chauffer. À un moment donné, ma glace a emmagasiné suffisamment d'énergie, de chaleur, pour faire son changement de phase et devient liquide. C'est sûr, ça se fait graduellement dans les réalités. Les couches extérieures de mon cube de glace vont commencer à fondre avant les couches à l'intérieur de mon cube de glace. Mais rendu ici, tout est liquide. Et là, si je continue à fournir de la chaleur, hein, vous voyez, je rajoute un autre 419 kJ. Je suis en train de faire monter, la température de mon eau est en train de monter. Je suis parti de 0 et là, ça monte, ça monte, ça monte. Donc ici, ça monte, ça monte, ça monte. Rendu ici, j'atteins 100 Celsius.
L'eau peut pas, à température et pression normale, l'eau peut pas devenir plus chaude que 100 Celsius. Mais je continue à rajouter de la chaleur. Voyez-vous ici le 2257 kJ, c'est pas 2500 comme on avait vu sur l'autre graphique. Et là, je continue, je fournis de l'énergie, de la chaleur, de la chaleur, de la chaleur, de la chaleur. Et finalement, mes quelques millilitres d'eau ont atteint le 100% de vapeur gazeuse. Et là, je pourrais continuer à faire chauffer ma vapeur. Et la vapeur continuerait, la température de la vapeur continuerait à augmenter ici. Mais, faut pas utiliser la même capacité thermique que j'ai utilisée pour l'eau liquide. Il va falloir utiliser la capacité thermique ici pour la vapeur d'eau. Donc, vous voyez comment faire fondre de l'eau, faire fondre de la glace et ensuite en faire de la vapeur, tous les processus que ça implique autant la chaleur sensible que la chaleur latente. Et pour terminer, je vous montre ici un autre tableau que j'ai tiré de Wikipédia. C'est très facile à trouver. Vous faites des recherches selon la chaleur latente de l'eau ou tout simplement la chaleur latente en général. Et on va vous donner plusieurs de ces valeurs-là pour différentes matières. Et comme je vous avais déjà dit, des fois, au lieu d'appeler ça chaleur latente, on appelle ça l'enthalpie. Enthalpie de fusion. Regardez l'eau, 334. Exactement la valeur qu'on avait pour passer de la glace à l'eau liquide. Puis, effectivement, en plus de ça, on vous donne à quelle température ça s'opère. Température de fusion. Et pour la température d'ébullition de l'eau liquide à 100 Celsius, ben là, vous voyez le 2264,76. Bon, vous avez un exemple ici. Comme vous voyez, dépendamment de la source, cette valeur-là peut changer un peu. Mais encore une fois, comparez l'eau à d'autres matières ici, c'est quand même intéressant. Vous voyez ici l'ammoniac. L'ammoniac peut servir à quelque chose des fois dans certains systèmes. Je vous laisse chercher par vous-même et on va en discuter en classe.